Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé L'économie du Québec et le marché immobilier résidentiel en temps de pandémie. Je m'appelle Arnaud Blancard et à titre de président de la section Capitale nationale de l'Association des économistes québécois, je me permets de vous accueillir au lancement de la saison d'activité, des 3 sections régionales de l'association. Donc, nouveauté cette année, l'Association des économistes québécois vous offre une programmation commune, gratuite et en ligne. J'en profite pour remercier par la présente notre partenaire de diffusion, le CERF Finance du Québec, avec qui nous entretenons une fructueuse collaboration depuis plusieurs années. Je souhaite également remercier nos fidèles partenaires financiers. Puis finalement, j'aimerais rappeler quelques règles pour le déroulement du webinaire. J'aimerais vous rappeler que pour assurer le bon déroulement de l'activité, il vous est demandé de bien vouloir fermer vos caméras et votre micro. Je vois qu'il y a encore quelques caméras ouvertes, donc s'il vous plaît, vérifiez ça. Et puis, finalement, vous pouvez poser vos questions via le clavardage. Puis, dans le fond, on relaiera vos questions là, pour la période de questions à la fin du webinaire. Alors, Monsieur Lapointe, je vois qu'il y a encore une caméra ouverte. Si possible, la fermer, s'il vous plaît. Je cède maintenant la parole à Monsieur Jean-Pierre Lessard, associé fondateur d'Aviseo Conseil, qui agira à titre de modérateur et animera le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Aviseo Conseil, c'est une firme de services conseil œuvrant dans divers secteurs, notamment le secteur immobilier et auprès de municipalités. Avant d'œuvrer dans le service conseil, M. Lessard, il était économiste à la Ville de Québec et il a travaillé à la Fédération québécoise des municipalités. Il est aussi de société certifiée de l'Université Laval. À toi, Jean-Pierre. Bon webinaire à tout le monde. Merci Arnaud, très gentil. Je tiens aussi à remercier l'Association pour l'initiative. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est sûr que la crise sanitaire amène des choses un peu particulières sur l'économie et plus particulièrement dans le marché immobilier. Sans plus tarder, je vais, parce que c'est vraiment eux autres qui sont intéressants, je vais vous présenter nos 2 panélistes, des économistes chevronnés qui, j'en ai été témoin, et encore ce matin, s'assuraient qu'ils allaient livrer des chiffres, des données, des informations à jour. Donc, notre première panéliste, c'est Mme Hélène Bégin, qui est économiste principale, responsable du suivi de la conjoncture économique québécoise et du marché immobilier au Mouvement Desjardins. Elle va faire le point sur l'économie du Québec. Elle va discuter des effets de la crise sanitaire sur la situation financière des ménages. Mme Bégin est reconnue pour la pertinence de ses analyses. J'en suis un grand consommateur et elle est souvent citée dans les médias. Elle va être suivie de Francis Cortellino, qui est économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Il va dresser les perspectives du marché immobilier de la RMR de Montréal et du reste du Québec, plus particulièrement Québec et Gatineau. M. Cortellino suit l'évolution du marché de l'habitation depuis plusieurs années. C'est une référence dans le domaine. Il est souvent aussi appelé à commenter à titre de spécialiste et de chef d'analyse du marché montréalais dans différentes tribunes. Donc, sans plus tarder, Hélène, je te cède la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bon midi à tous. Alors, je vais procéder au partage de l'écran pour partager la présentation. Jean-Pierre, est-ce que tu peux me confirmer que on voit bien l'écran? Numéro 1. Parfait, excellent. Alors, en fait, c'est certain que le contexte économique s'est beaucoup amélioré depuis le printemps, là, après les mesures de confinement. Au-delà du bilan de ce qui s'est passé dans la première vague, qui est la partie facile, je vais m'avancer un peu sur ce qui s'en vient, bien qu'il y ait beaucoup d'incertitudes encore dans l'air. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire des hypothèses pour la deuxième vague et les scénarios économiques qui sont rattachés à ça. Donc, d'abord, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans le monde, là, le contexte du Québec n'est pas différent de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, dans le sens qu'on a eu une forte chute de l'activité économique au 2e trimestre, qui est un peu plus importante que ce qu'on a eu pour la moyenne du G20, mais qui est quand même assez semblable à ce qu'on a eu pour le Canada, la France et l'Italie notamment. Du côté des États-Unis, ça a été moins pire au niveau économique, moins de fermeture généralisée, mais on sait qu'au niveau sanitaire, ça a été un petit peu plus désastreux, si on peut dire.
Donc, les résultats pour le Québec sont négatifs, comme c'est partout ailleurs dans le monde. Donc, on s'est inscrit dans la tendance généralisée. Maintenant, si on regarde un peu plus près ce qui s'est passé au Québec, c'est sûr que les résultats négatifs du deuxième trimestre masquent quand même une remontée importante qu'on a eue à compter du mois de mai. Donc, on a vu le PIB réel diminuer drastiquement, une remontée qui s'est installée par la suite. Et évidemment, ça va teinter les chiffres du troisième trimestre. On s'attend à un rebond important de l'activité. Là, on voit que c'est déjà en cours. Et je vous dirais que au-delà de ce portrait assez positif quand même qu'on a, ça s'arrête en mai. Le PIB, ça s'arrête en juin. Le PIB mensuel, donc encore d'autres bons résultats en juillet et en août. À date, là, on est à peu près à 95% du niveau du sommet qu'on avait en février. Donc, c'est quand même assez bien. Par contre, ça masque une certaine inégalité au niveau des secteurs d'activité. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont à 100%, là, comme le commerce de détail, santé, enseignement. Finance et assurance, c'est à peu près, c'est très avancé également. Par contre, évidemment, comme on s'en doute, dans le secteur de l'hébergement de la restauration, dans le secteur du transport, notamment transport de passagers, ça tourne encore très au ralenti. Puis la récupération va être difficile quand même dans ces secteurs-là qui sont plus affectés par les mesures de distanciation sociale. Ça va empêcher l'économie du Québec, en fait, de retrouver son niveau d'avant-crise dans les prochains trimestres. Alors, si on regarde en détail... Excuse-moi de te couper, Hélène. Est-ce que tu pourrais partager le diaporama plutôt que le fichier PowerPoint, oui, s'il te plaît? Parfait. Merci. C'est bon? Voilà, c'est excellent, merci. Oui, effectivement, on voit beaucoup mieux. Merci. Donc, ce qui s'en vient, en fait, vous voyez ici, au niveau trimestriel, c'est le niveau du PIB réel. Donc, on voit qu'on a une chute importante. On voit également que c'est une reprise qu'on a eue en V, disons un V incomplet pour être précis, là, qui s'apparente à une forme de racine carrée, là, pour ceux qui aiment les lettres ou les images. Mais il reste que je vous dirais que avec ce qui se passe actuellement, on a quand même pour le mois d'octobre des mesures qui sont annoncées restrictives au niveau de la fermeture des bars, restaurants, spectacles et autres. Donc, évidemment, ça va retarder un peu la récupération de l'économie. Il a fallu faire l'hypothèse que, bon, on avait en banque, ça c'est le dernier chiffre qu'on a mis à jour cette semaine, que les mesures des 28 jours du mois d'octobre seraient probablement extensionnées à peu près un mois. On ne sait pas du tout où on s'en va. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on a comme scénario, c'est que ça va être un petit peu plus difficile au quatrième trimestre, là, avec les mesures du mois d'octobre, peut-être qu'ils vont se poursuivre encore un mois. Donc, quand même une croissance en octobre parce qu'il y a quand même les autres secteurs d'activité qui reprennent du tonus, mais beaucoup plus faible que ce qu'on l'avait anticipé, là, notamment en septembre. Donc, globalement, on a une récupération de l'économie du Québec qui est prévue plus complète, qui est prévue plus à la mi-2022. Et c'est sûr qu'avec les chiffres très négatifs qu'on a eus pour 2020, une baisse aux alentours de 6% et un rebond à l'an prochain, là. Donc, c'est sûr, il ne faut pas trop s'attarder sur les décimales. Là, comme vous le savez, aussitôt qu'on a une nouvelle qui s'ajoute, on revise nos chiffres. Donc, en gros, ça donne un aperçu de ce à quoi on s'attend. Maintenant, si on fait le tour au niveau des entreprises, la récupération est peu avancée. D'une part, on a la confiance des PME qui date du mois d'août. Donc, on voit que ça leur montait un peu. Donc, l'incertitude est encore très présente. Puis, j'imagine avec les chiffres de l'automne, on voit que la deuxième vague est reprise, que la confiance va se stabiliser ou va diminuer un peu. Donc, du côté des entreprises, il n'y a rien qui est gagné, notamment pour l'investissement. Ça va continuer d'être assez faible. Du côté des ventes des manufacturiers, quand même une remontée partielle, si on peut dire. Et là, un secteur qui fonctionne à deux vitesses. Donc, évidemment, les secteurs orientés davantage vers l'économie domestique avec les secteurs gagnants, secteur alimentaire, matériaux de construction, tout ce qui est relayé à la rénovation. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Par contre, il y a des secteurs qui restent en difficulté quand même assez importante. Et du côté des exportations, dans le fond, c'est plus tourné vers les marchés extérieurs. Les manufacturiers sont plus tournés vers l'exportation. Ça peut être un petit peu plus difficile, tout dépendant du secteur d'activité, parce que le commerce mondial a remonté un peu. Ça reste quand même, ça tourne au ralenti encore, puis il y a toute la question
de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui est perturbée au niveau des matières premières, au niveau par exemple, de l'industrie de l'emballage. Donc, c'est vous produire pour les exportateurs, mais il faut quand même être capable d'emballer, d'exporter tout ça. Donc, ça va être plus lent un petit peu du côté des exportations. Et là, on se concentre du côté des ménages parce que c'est plus en lien avec le secteur résidentiel. Donc, l'emploi, je n'ai pas la dernière donnée de ce matin, mais je vais quand même la traiter. Donc, l'emploi, quand même, passablement récupéré là, ce matin avec les 70 000 emplois qui se sont ajoutés. On est à peu près à 97 du sommet. Donc, ça va quand même relativement bien. Et encore là, il y a certains secteurs pour qui c'est beaucoup plus difficile. C'est à peu près les mêmes que j'ai mentionnés tout à l'heure, hébergement, restauration, transport aérien, tout ça. Donc, le marché de l'emploi récupère quand même assez bien, mais ça reste quand même fragile dans certains secteurs. Vente au détail quand même assez surprenant. C'est sûr que les mesures gouvernementales ont beaucoup aidé à stimuler les revenus, on va le voir. Donc, les ventes au détail ont tout récupéré. Et concernant les ventes de propriétés existantes également, là, on a franchi même un nouveau sommet avec les données qui étaient disponibles dernièrement. Donc, vous voyez que du côté des ménages, ça se place quand même assez bien. Un facteur qui a joué pour beaucoup, c'est évidemment les mesures gouvernementales. À l'origine, bon, c'est sûr que lorsque ça a été annoncé puis mis en branle au niveau du gouvernement fédéral, nous, on pensait que les mesures contribueraient à maintenir le revenu des ménages. Mais en fait, ça a été quand même assez important. C'était nécessaire également, de sorte de façon globale, donc macroéconomiquement, les revenus ont même augmenté pour l'ensemble des particuliers au deuxième trimestre. Au moment où la consommation était très limitée, on se rappelle, en étant confinés, on s'est limité à l'essentiel, épicerie, pharmacie, tout ça. Donc, les dépenses de consommation ont chuté. Donc, évidemment, au niveau de la situation financière des ménages, même si globalement, comme par exemple le revenu personnel disponible pour certains, faut voir que la PCU, là, il y a à peu près 80 milliards qui ont été dépensés jusqu'à maintenant au fédéral, une part importante pour le Québec parce qu'évidemment, notre taux de chômage a atteint 17 %. Donc, on a quand même eu beaucoup de personnes qui se sont prévalues du programme. Ceci dit, ce que ça a eu comme impact, des revenus à la hausse et des dépenses en pause, disons, pour un trimestre, ça fait en sorte que le taux d'épargne a quand même bondi de façon impressionnante. Puis c'est à peu près la même chose au Canada. Donc, taux d'épargne autour de 35 %. Ça a joué sur deux plans. Évidemment, le taux d'épargne, mais le fait que les revenus ont été gonflés et les dépenses de consommation qui ont été très limitées. Donc, il y a eu de l'épargne forcée là-dedans parce qu'on n'a pas pu beaucoup sortir pour dépenser, à part pour les achats en ligne, évidemment. Et il y a aussi l'épargne de précaution aussi. Nous, on ne prévoit pas que le taux d'épargne va redescendre autour de 10 % auquel il était auparavant parce que je pense que la situation s'entend que ça va perdurer encore un certain moment. Donc, les gens se demandent quand même, est-ce que je vais garder mon emploi, tout ça. Je vais peut-être attendre pour les grosses dépenses. Donc, un taux d'épargne qui va rester relativement élevé au cours des prochains trimestres, puis qui pourrait aider l'économie du Québec par la suite lorsque la situation va s'être résorbée. Maintenant, concernant le taux d'endettement, juste me rappeler le temps parce qu'avec le plein écran, Arnaud, je ne vois pas l'heure. Il te reste 5-6 minutes. OK, parfait. Donc, concernant le taux d'endettement, on a les données canadiennes au niveau trimestriel. Le taux d'endettement a beaucoup chuté au deuxième trimestre. D'une part, les revenus ont été gonflés, puis le crédit, toutes les nouvelles demandes de crédit ont été très, très au ralenti. Crédit hypothécaire, le marché était sur pause au niveau du marché immobilier. Les cartes de crédit, les gens les ont pas utilisées, là, sauf pour l'épicerie ou les pharmacies ou des choses comme ça. Donc, c'est temporaire. Dès le troisième trimestre, avec les réouvertures, on va assister à un regain au niveau du crédit. On l'a vu avec le marché immobilier qui a repris en force. Donc, c'est temporaire, mais il reste que pour l'ensemble de l'année au Québec, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que le taux d'endettement pour l'année 2020, même si ça a baissé beaucoup au deuxième trimestre, pour l'ensemble de l'année, ça va être à la hausse. Du fait qu'on va le voir avec Francis,
le crédit hypothécaire a été extrêmement robuste et beaucoup plus en fait qu'on s'attendait. Donc, un taux d'endettement autour de 160 % au Québec pour l'année 2020, c'est une prévision. C'est nettement en bas du Canada comme à l'habitude parce que le prix des maisons est nettement plus faible. Et je vous rappelle que le taux d'endettement Québec, ça rejoint à peu près le taux d'endettement Canada qu'il y avait en 2010. Donc, la situation est beaucoup moins critique au Québec qu'elle l'est au Canada. Maintenant, prix des propriétés, évidemment, lorsqu'on est entré en confinement, bon, moi, je me disais, il va y avoir moins de demandes, il va y avoir moins d'offres également, donc il ne devrait pas se passer grand-chose du côté des prix. C'est effectivement ce qui s'est passé pendant cette période-là. Cependant, les rattrapages, par la suite, la demande était excessivement forte. Ceux qui avaient mis leur projet sur pause se sont remis sur le marché. En même temps, comme auparavant, l'offre de propriété disponible est extrêmement faible. Donc, on s'enligne pour une hausse de prix autour de 15 % pour cette année. Donc, je vous avoue que j'ai revu sans cesse les prévisions à la hausse. Donc, c'est extrêmement fort. Et sur la situation financière des ménages, on parle souvent des dettes, mais il y a aussi les actifs. Donc, évidemment, des moyens de propriété fortement à la hausse et aussi la bourse qui a récupéré cet été de façon spectaculaire ce qu'elle avait perdu. Donc, les marchés boursiers qui ont quand même jusqu'à maintenant très bien fait cette année. Ça fait en sorte que les actifs vont être à la hausse cette année, les dettes également, mais globalement, sur la situation financière des ménages, je pense qu'il faut regarder les deux côtés. Ça ne devrait pas être trop problématique globalement, même s'il y a quand même une certaine partie des ménages qui ont eu de la difficulté à rejoindre les deux bouts et que c'est encore le cas actuellement. Maintenant, pour la deuxième vague, bon, évidemment, on a eu des très bons chiffres ce matin. Un taux de chômage qui est retombé à 7,4 %. Donc, c'est loin de la pointe de 17. Ceci dit, il y a déjà quand même des fermetures annoncées pour le mois d'octobre. Hébergement, restauration, les loisirs également, les spectacles. Nous, on prévoit que dès le mois d'octobre, on va avoir des pertes d'emploi au Québec, peut-être à peu près entre 50 et 100 000 facilement. C'est beaucoup moins que ce qu'on a vu dans les mois de la pandémie où là, ça a descendu de façon, par exemple, en avril de 550 000. Tout ça pour dire que le marché du travail va évoluer en fonction de ce qu'on va avoir comme mesure de confinement ou de restrictions. On sait que ça va être plus ciblé, ça va être par secteur, par région, donc ça ne sera pas la catastrophe comme ça a été au mois d'avril. Mais ceci dit, le taux de chômage, après ça, au fur et à mesure que l'économie va se remettre de tout ça, va diminuer et va plus avoisiner 9 % disons, à la fin de l'année. Donc, c'est loin du 4,5-5 % qu'on avait avant la pandémie. Donc, normalement, sur le marché immobilier qui a bénéficié de l'effet rattrapage, ça devrait quand même être un facteur qui va calmer le marché immobilier résidentiel. Comme c'est le marché du travail qui est le facteur clé, ça devrait jouer. Et le dernier élément, c'est évidemment la confiance des ménages. C'est certain que la confiance a chuté beaucoup au printemps. Ça l'a remonté. On est autour de la moyenne historique, donc c'est pas dramatique, mais il reste qu'on est loin des conditions qui étaient exceptionnelles avant la pandémie. Et du fait que là, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va justement avec la deuxième vague, quelle ampleur ça va prendre, quelles mesures vont être appliquées. Et il reste que le marché du travail va améliorer. Le chômage est quasiment à 7,5 %, c'est excellent. Mais en même temps, la confiance est faible. Et là, les mesures gouvernementales sont devenues un petit peu plus ciblées. Là, on s'en va vers l'assurance-emploi. Bon, il y a d'autres programmes aussi qui prennent le relais, mais le gros de l'aide financière aux ménages est possiblement derrière nous. Donc, ça met un petit peu moins de soutien au niveau des ménages pour les mois qui s'en viennent. Et ça devrait tempérer progressivement le marché résidentiel. Alors, voilà qui complète. Jean-Pierre, je te cède la parole. Merci Hélène. Reste pas trop loin. Après la présentation de Francis, on va passer à une étape où on va poser quelques questions. Juste un petit message là, dans la portion chat. Vous pouvez poser des questions également. Là, j'essaierai d'en filtrer quelques-unes là, plus vers la fin. Francis, à ton tour, on a bien hâte de t'entendre. Est-ce que Jean-Pierre, tu vois la présentation? Oui. C'est à l'écran? Parfait, merci.
Donc, merci à la ZEC pour l'invitation pour parler du marché de l'habitation du Grand Montréal, mais aussi d'autres ailleurs à la province, surtout Québec et Gatineau. Donc, on va tout d'abord voir les fondamentaux qui expliquent la demande sur le marché, qui supportent la demande sur le marché de l'habitation, pour ensuite explorer les différents marchés immobiliers. On va donc commencer avec les fondamentaux et comme on vient de le voir dans la présentation précédente, oui, il y a un rebond de l'emploi présentement, mais on est encore un peu sous le niveau qui existait avant la pandémie. Même constat du côté de la confiance des consommateurs qui n'a pas rebondi au niveau qu'on avait avant la pandémie. Et le dernier point aussi, les taux hypothécaires qui sont faibles en ce moment et ça l'aide à supporter la demande sur le marché de l'habitation. Avant le début de la pandémie, on avait un sol migratoire dans la province, record dans la province du Québec, aussi dans d'autres centres comme Montréal. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Quelques chiffres. Donc, 2013, sol migratoire de la province, 32 000 personnes environ. Ça a baissé jusqu'en 2015, mais par la suite, on peut voir littéralement une explosion du bilan migratoire du Québec. Et en 2019, plus de 90 000 personnes en termes de bilan migratoire. Et qu'est-ce qui explique cette hausse? C'est surtout les résidents non permanents. Donc, pensez ici étudiants internationaux, travailleurs de l'étranger et aussi les demandeurs d'asile. Et ça, c'est important pour le marché locatif, surtout parce que la plupart d'entre eux, la vaste majorité, sont locataires. Donc, ça a fortement influencé la demande locative à la hausse pendant cette période. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais le nombre d'immigrants depuis le début de l'année est en baisse, comme vous pouvez le voir, et le nombre de résidents non permanents, c'est encore plus marqué, baisse de 80% de janvier à juin de cette année par rapport à l'an passé. Et ça va affecter négativement la demande locative et on va y revenir à la fin de la présentation. On va maintenant passer au marché de la revente. On va commencer avec des chiffres annuels. Donc, de 2014 à 2016, l'économie montréalaise allait un peu moins bien. Donc, les ventes centristes, réalisées avec un courtier immobilier, étaient de 39 000 environ. Mais par la suite, l'économie montréalaise s'est améliorée, donc plus d'emplois, progression des revenus. On peut voir que les ventes ont progressé. En 2019, on était à 51 000. Lorsqu'on a fait nos prévisions, donc dans le contexte de la COVID-19, on anticipait dans notre scénario optimiste, une baisse des ventes de 3 % en 2020. Scénario optimiste, pensait une reprise économique en forme de U. Et dans notre scénario pessimiste, une baisse de 9 % pensait une reprise économique en forme de L. Si on regarde les chiffres jusqu'à présent pour le Grand Montréal, mais en fait, c'est en hausse de 2 % depuis le début de l'année. Mais encore une fois, vous pouvez imaginer que l'année est en 2 temps, donc de janvier à mars, des forts volumes de ventes et un repli depuis le début de la pandémie. 2021-2022, on anticipait du 49-50 000 transactions environ par année. Donc, des bons volumes, mais par contre, sans croissance par rapport aux dernières années. Si maintenant, on va découper l'année 2020, parce que vous savez, la pandémie a commencé au mois de mars, fin mars, début avril. Donc, si on va découper l'année 2020, en regardant les données mensuelles en rythme annualisé, donc, par exemple, janvier 2014, on roulait à un rythme de 36 000 ventes centristes dans le Grand Montréal. Par la suite, on peut voir une tendance à la hausse. Et au premier trimestre de 2020, on roulait à un rythme de 55 000 ventes centristes dans le Grand Montréal. Ce qui, je vous le rappelle, l'année 2019 avait conclu avec seulement 51 000 ventes. Donc, le bon momentum, beaucoup de rythme en début d'année avant la pandémie sur le marché de la revente. La pandémie est arrivée. On peut voir que ça a fortement chuté en avril. On est tombé à un rythme de vente de 16 600 transactions par année. Et par la suite, ça a fortement rebondi. On est dans le 70-73 000 transactions en rythme annuel depuis quelques mois. Et comme Hélène le disait il y a quelques instants, un effet de rattrapage ici, donc des ménages qui auraient voulu acheter en avril et mai, mais c'était très compliqué, pratiquement impossible. Donc, beaucoup de ces ménages-là reviennent sur le marché en ce moment et ça vient gonfler les chiffres. Pour les prochains mois, par contre, on devrait voir cet effet de rattrapage se dissiper graduellement, ce qui va permettre peut-être à la demande de revenir à des niveaux un peu plus en phase avec la réalité des nouveaux fondamentaux qu'on a en ce moment. Si on regarde le bilan depuis le début de la pandémie, donc d'avril à septembre, on roule à un rythme de 54 000 transactions sur le marché du Grand Montréal. C'est une légère baisse par rapport au niveau de début d'année avant la pandémie, mais quand même plus élevé que notre prévision qu'on avait fait où on en anticipait une baisse de momentum de 15 % avant que les choses commencent à reprendre du mieux en octobre, en novembre et par la suite. Si on passe maintenant du côté de l'offre, donc mi-2015, il y a environ 36 000 propriétés à vendre sur le réseau centriste. La demande est au ralenti, les stocks s'accumulent, beaucoup d'offres sur le marché,
Mais par la suite, les choses se sont améliorées, la demande a repris, les stocks ont commencé à s'écouler de plus en plus. On peut voir que maintenant que la demande est relativement faible, ça a même continué à baisser depuis le début de la pandémie. Il n'y a jamais eu aussi peu d'offres depuis environ 15 ans dans le Grand Montréal. Donc, vraiment une offre très, très, très limitée. Il y a un petit gain dans les 2 derniers mois, vous pouvez voir sur le graphique. C'est surtout de la situation du condo sur l'île de Montréal. Il y a plus de condos à vendre, mais par contre, ça reste, somme toute, au niveau du Grand Montréal, limité. Et avec une demande qui est à la hausse et une offre qui est quand même très limitée, vous avez des conditions de marché qui favorisent des vendeurs pour l'unifamilial, pour le condo et le plex. Et pensez marché vendeur, pensez à des hausses de prix soutenues, pensez à des délais de vente qui sont très courts. Et vous pouvez voir qu'avant le début de la pandémie en mars, toutes les courbes se croisaient près à la hauteur de 3 sur le graphique. Qu'est-ce que ça représente, ce chiffre 3-là? Mais imaginez qu'on s'était rencontrés à la fin mars 2020 et qu'à partir de ce moment-là exact, plus aucune personne dans le Grand Montréal avait décidé de mettre en vente sa propriété. Mais étant donné le rythme des ventes qu'on avait à cette époque, ça a pris seulement 3 mois pour vendre tout ce qu'il y avait de disponible sur le marché du Grand Montréal, ce qui est quand même très, très rapide. Et regardez le condo il y a quelques années, on était prêt à 15-16 mois d'inventaire. J'ai un ami, moi, qui vendait un condo à cette époque-là, et donc je peux vous dire, ça a été très long pour le vendre et il n'a pas fait vraiment de profit au moment de la revente. Si on regarde la situation depuis le début de la pandémie, bon, une courbe un peu bizarre avec la fermeture des marchés où il n'y a pas eu de vente, rien à vendre sur le marché, mais par la suite, on est revenu à un marché très favorable aux vendeurs. Et encore une fois, à suivre au cours des prochains mois, cet effet de rattrapage-là qui va se dissiper. Et du côté de l'offre aussi, vous savez qu'il y a des ménages qui ont fait des reports de paiement hypothécaires pendant la crise. Peut-être certains ménages ne sont pas incapables de faire les paiements hypothécaires une fois la fin de ces programmes-là. Ça pourrait venir ajouter de l'offre. Donc, c'est aussi quelque chose qui est à suivre et qui pourrait un peu peut-être venir modifier les conditions de marché au cours des prochains mois. Mais les conditions de marché de vendeurs, ça entraîne des hausses de prix soutenues et de 2017 à 2019, des hausses de prix de 5 à 6 par année environ. Et en 2020, on anticipait dans le contexte de la COVID actuelle de nos prévisions une hausse de 4 dans notre scénario optimiste. Et si on regarde qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai depuis le début de l'année, on est plus dans des hausses de 10 à 15 du prix pour tous les produits d'habitation sur le marché. Donc, des hausses de prix très soutenues. 2021-2022, on anticipait dans notre scénario optimiste des hausses de prix aussi et des hausses un peu plus fortes à partir de 2022, une fois que le pire de la crise probablement serait derrière nous. Encore une fois, je vais découper l'année 2020 en termes de mois pour voir un peu ce qui se passe en termes de rythme sur le marché. Donc, en janvier 2014, le prix centriste moyen de 324 000 et peut voir une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois où ça montait 445 000 avant le début de la pandémie. Et encore une fois, je vous rappelle que l'année 2019 s'était conclu à un prix de seulement 408 000 donc des gros volumes, des gros niveaux de prix en début d'année avant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la COVID? Mais pas grand-chose. Comme vous pouvez voir, ça a continué d'augmenter. En date de septembre, on était à près de 490 000 pour le prix moyen dans le Grand Montréal. Et si on fait le bilan depuis le début de la pandémie, donc on était à près à 469 000 donc une hausse de 5 par rapport au début d'année. Et encore une fois, une hausse qui est de loin supérieure. Même nous, on anticipait une baisse du prix au cours de la période avril à septembre, avant, encore une fois, que les choses commencent à s'améliorer graduellement. On regarde maintenant ce qui se passe dans les autres régions métropolitaines. Bon, Montréal, on vient de le voir de façon plus détaillée. À l'opposé de Montréal, je dirais qu'il y a Québec qui avait un bon volume de vente en début d'année, donc bonne création d'emplois dans les dernières années, de l'emploi à temps plein, donc la demande était déjà très forte en début d'année. Avril-septembre, c'est aussi très fort, le momentum s'est maintenu sur le marché. Les mesures de confinement avaient été un peu plus légères qu'à Montréal à cette époque-là, mais aussi on peut voir aussi que le taux de chômage est revenu plus près de son niveau avant pandémie à Québec au cours des derniers. Donc, beaucoup de demandes, ça continue. Et donc, le bilan de l'année jusqu'à date, c'est des hausses de ventes à Québec. Gatineau est un peu un entre-deux du côté des ventes entre Montréal et Québec. Donc, très fort début d'année pour Gatineau, beaucoup de momentum. En avril et septembre, les ventes étaient aussi en hausse. Par contre, ça a quand même ralenti par rapport au début d'année et ça a eu un impact sur le momentum. C'est un peu plus faible. Mais quand même, on s'en tire avec une hausse des ventes tout de même depuis le début de l'année. Si on regarde maintenant les conditions de marché avant le début de la pandémie, Montréal-Gatineau, c'est un marché favorable aux vendeurs avec des hausses de prix très fortes. Québec, un marché plus équilibré, surtout dans le domaine du condo, c'était beaucoup plus détendu. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant, rendu en septembre 2020? Mais Montréal-Gatineau, toujours des hausses de prix très fortes, un marché vendeur. Et Québec, même, est rendu à la frontière de marché vendeur, étant donné la forte hausse des ventes qu'on a eue au cours des derniers mois.
Et donc, je vous ai parlé de Montréal plus en détail, mais du Grand Montréal surtout. Mais si on veut être honnête, on peut voir aussi que les ventes vont beaucoup mieux en banlieue de Montréal que sur l'île de Montréal. Et on parle beaucoup d'étalement urbain en ces temps de COVID-19. Et vous savez, l'étalement urbain, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez quelques chiffres à l'écran. Donc, à chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers de Montréalais qui quittent l'île pour aller vivre en banlieue. Et même les choses se sont détériorées au cours des dernières années. Et on est allé fouiller un peu dans les actes notariés pour savoir d'où provenaient les acheteurs de maisons unifamiliales en banlieue récemment. Et en guise de comparaison, de janvier à août 2015, 23% des acheteurs de maisons unifamiliales en banlieue habitaient l'île de Montréal auparavant. Et si on avance dans le temps, 2018-2019, ça montait à 25%. Et cette année, janvier à août, on est rendu à 27%. Donc, on peut voir plus d'acheteurs montréalais maintenant qui se dirigent en banlieue. Mais encore plus intéressant, lorsqu'on regarde les derniers mois de l'année, donc juillet août 2020, et qu'on compare à 2018-2019, on est rendu à 30% des acheteurs de maisons en banlieue qui proviennent de l'île de Montréal. Donc, on peut voir vraiment ici dans les données une petite poussée vers la banlieue en ces temps de COVID. Bien, difficile à dire si c'est temporaire pour le moment. Ça va prendre peut-être quelques mois de données encore pour le vérifier, ou ça va venir finalement appuyer la tendance déjà qu'on voyait où de plus en plus de gens quittent l'île de Montréal pour aller en banlieue. Un autre phénomène aussi au niveau de l'étalement, c'est on voit aussi les premières couronnes, les gens de banlieue, déménager aussi en banlieue, mais encore dans des banlieues plus éloignées. Par exemple, chaque année, il y a des gens qui vont quitter Laval pour aller vivre encore plus loin sur la Rive-Nord. Ici, je fais un petit exemple avec la Rive-Sud, avec Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un secteur de Rive-Sud un peu plus éloigné, donc dans la Rive-Sud. Et vous pouvez voir que près de la moitié des acheteurs de maisons à Saint-Jean-sur-Richelieu habitaient déjà Saint-Jean-sur-Richelieu avant d'acheter la maison. Par contre, si on regarde les acheteurs qui proviennent de d'autres secteurs de la Rive-Sud, on peut voir quand même une poussée de ces acheteurs-là. C'est rendu à 31%. Et c'est vraiment le secteur de Longueuil vraiment qui est responsable de cette croissance des acheteurs de la Rive-Sud, des gens de la première couronne, donc de Longueuil, qui déménagent de plus en plus vers Saint-Jean-sur-Richelieu. La ville de Montréal n'est pas en reste aussi avec une augmentation du nombre d'acheteurs en provenance de l'île. Surtout dans les derniers mois, on peut voir que c'est une transaction sur 10 de Saint-Jean-sur-Richelieu qui d'acheteurs qui proviennent de Montréal. Donc, encore une fois, une petite poussée vers la banlieue en provenance de l'île de Montréal. Et pour les autres secteurs, on peut voir que c'est un peu plus faible. Dernier phénomène d'étalement urbain qu'on a aussi beaucoup parlé dans les médias, c'est étant donné le confinement, le télétravail, donc des gens qui quittaient le Grand Montréal, donc la banlieue ou l'île de Montréal, pour aller s'installer plus près de la nature, par exemple, dans les secteurs de villégiature. Et encore une fois, chaque année, c'est quelque chose qu'on remarque. Il y a peut-être 7 000, 8 000 personnes qui vont quitter le Grand Montréal pour aller vivre dans des secteurs, par exemple, Tremblant, Sainte-Agathe, Saint-Donat, Bromont, etc. Et un des secteurs qui a connu une bonne croissance des ventes de maisons au cours des derniers mois, c'est Sainte-Agathe, mais aussi Saint-Donat. Et ici, j'ai pris mon exemple avec Saint-Donat pour voir est-ce que c'est vrai que depuis le confinement et les mesures sanitaires, tout ça, la COVID, c'est vrai est-ce qu'il y a plus d'acheteurs du Grand Montréal qui achètent des maisons à Saint-Donat? Et quand on regarde les chiffres, en fait, c'est vrai. Vous pouvez voir qu'il y a plus d'acheteurs maintenant du Grand Montréal qui ont acheté des maisons à Saint-Donat. Mais la grande question qu'il faut se poser, c'est, OK, il y a plus d'acheteurs du Grand Montréal, mais est-ce que ces acheteurs-là ont vraiment déménagé à Saint-Donat ou c'est plus de la résidence secondaire? Et donc, on est allé creuser un peu les chiffres du rôle foncier, registre foncier, pour voir quel type d'acheteurs c'était. Et dans la catégorie des gens qui n'avaient pas déménagé à Saint-Donat, on a trouvé plusieurs cas possibles. Par exemple, des gens qui vivaient à Mascouche dans une maison, qui ont acheté une maison à Saint-Donat, mais ils vivent toujours à Mascouche, ils n'ont pas vendu, et la maison à Saint-Donat, c'est une résidence secondaire. On a aussi trouvé des gens qui, par exemple, avaient vendu leur maison à Montréal pour acheter une maison à Repentigny et qui, en même temps, avaient acheté une maison à Saint-Donat. Mais encore une fois, ils n'étaient pas déménagés à Saint-Donat, c'est juste une résidence secondaire. Ils vivaient toujours dans le Grand Montréal. Et dernier cas qu'on a trouvé aussi, c'est qu'il y a des locataires aussi qui avaient acheté des maisons à Saint-Donat, mais ils étaient toujours locataires dans le Grand Montréal. Ils n'avaient pas déménagé. Et quand on regarde le chiffre de 2019, vous pouvez voir près que 95% des achats de maisons à Saint-Donat, c'est des gens qui n'ont pas déménagé là-bas. C'était vraiment plus pour avoir de la résidence secondaire. Et pour cette année, vous pouvez voir, c'est même 100% des transactions. C'est des acheteurs du Grand Montréal qui n'ont pas déménagé là-bas. Ce qui laisse montrer que dans l'autre camp, les gens qui ont déménagé à Saint-Donat, vous avez les cas de figure à l'écran, c'est très, très, très faible. Et donc, les gens, cette poussée de vente dans les secteurs de villégiature est probablement plus causée par des gens à la recherche de résidences secondaires, étant donné les circonstances actuelles, qu'un nouveau mode de vie où on va vivre plus près de la nature et qu'on quitte la banlieue ou l'île de Montréal. Donc, je ferme la parenthèse ici sur l'étalement urbain pour passer au marché du neuf. Donc, 2014-2016, les mises en chantier, comme je vous disais, l'économie montréalaise est un peu plus faible, donc seulement 19 000 mises en chantier par année dans le Grand Montréal.
2017 à 2019, 25 000, c'est du bon volume pour le Grand Montréal. 2020, on anticipait une baisse de 20 % lors de nos prévisions en temps de COVID-19. Les chantiers étaient fermés, donc plusieurs nouvelles mesures qui devaient être instaurées sur les chantiers de construction. On pensait que ça allait être affecté négativement. Par contre, ça s'est quand même bien déroulé, une bonne adaptation. Les mises en chantier sont même en hausse de 1 % depuis le début de l'année dans le Grand Montréal. Et pour 2021-2022, par contre, on pensait, une fois l'adaptation passée, que ça allait remonter assez rapidement à 25 000 mises en chantier par année. Et encore une fois, on va quitter les données annuelles pour aller voir découper l'année 2020 en termes de rythme annuel avec les données mensuelles. Et je vous avertis immédiatement, la prochaine diapositive, c'est pas beau à voir. Comme vous pouvez voir, c'est très volatile. Qu'est-ce qui arrive avec les données de mise en chantier? C'est que des fois, dans un mois, vous allez avoir 3-4 gros immeubles de 300-400 appartements qui vont démarrer. Ça va venir gonfler les chiffres, donc ça amène beaucoup de volatilité. Mais j'ai quand même résisté à lisser la donnée. Je n'ai pas voulu lisser la donnée sur quelques mois parce que je voulais vraiment vous montrer l'impact du COVID-19 sur le marché. Et donc, au premier trimestre de 2020, on roulait à un rythme de 27 000, 28 000 mises en chantier par année, qui est un très, très gros volume. Le mois d'avril est arrivé, les chantiers ont fermé, on est tombé à zéro. Et par la suite, on peut voir un fort rebond en termes de construction résidentielle. En date de septembre, 33 000 mises en chantier en rythme annuel. Donc, beaucoup de projets qui avaient été seulement retardés avec la fermeture des chantiers ont recommencé. Si on regarde le bilan depuis le début de la pandémie, donc 26 000 mises en chantier en rythme annuel, c'est une petite baisse par rapport au premier trimestre de 2020, mais quand même du gros volume pour Montréal. Et encore une fois, ce qui est de beaucoup plus supérieur à notre prévision. On anticipait quand même un bon recul des mises en chantier avant que les choses quand même s'améliorent plus rapidement. Si on regarde maintenant qu'est-ce qui se construit dans le Grand Montréal, propriété absolue, c'est de la maison unifamiliale. Il s'en construit très peu depuis plusieurs années dans le Grand Montréal. C'est un produit en déclin. Il y a très peu de terrain. Il y a des règles de densification du territoire. Et lorsqu'on en construit, c'est souvent dans la banlieue éloignée. Copropriété aussi, c'est en recul depuis quelques années. On n'a pas des gros volumes de construction de condos depuis 4-5 ans à Montréal. Et le grand facteur qui explique ceci, c'est le graphique suivant. Début 2015, il y avait près de 3000 condos neufs invendus dans le Grand Montréal. Et les promoteurs multirésidentiels à l'époque se sont dit, on va retarder les nouveaux projets, on va retarder les nouvelles phases, le temps que la demande reprenne et qu'on puisse écouler cet inventaire-là d'unités sur le marché. Et ça fonctionnait. Vous pouvez voir que maintenant que le stock est rendu relativement bas. Mais au cours des 4-5 dernières années, si on a fait moins de condos, qu'est-ce qui a pris la relève dans le multirésidentiel? C'est l'appartement locatif. Beaucoup de construction d'appartements locatifs au cours des dernières années et ça continue en 2020. Si on regarde maintenant les autres régions métropolitaines, c'est très, très simple. Montréal, Québec, Gatineau, en 2019, beaucoup de mises en chantier locatives, des sommets depuis au moins 30 ans. Donc, le locatif a le vent dans les voiles, pas seulement à Montréal. Et début 2020, c'est un peu la même histoire. Beaucoup de construction locative, c'est le produit qui domine en termes de mise en chantier. Et en parlant de locatif, ça nous amène à parler du marché locatif. Donc, si vous avez le taux d'inoccupation des appartements locatifs Montréal, Québec, Gatineau, 2018-2019, l'enquête 2020 est présentement en cours et les données seront disponibles au début 2021. Mais vous pouvez voir qu'en 2019, taux d'inoccupation très faible, 1,5 à 2,5 %. Et c'est quand même étonnant lorsqu'on vient de voir qu'il se construit de l'appartement locatif comme jamais, donc de l'offre qui s'ajoute comme jamais sur le marché. Qu'est-ce qui explique ce faible taux d'inoccupation? Bien, comme vous pouvez en douter, c'est la demande était très forte. On l'a vu en début de présentation, le sol migratoire était très élevé, des records. On est aussi dans un contexte de vieillissement de la population, donc des ménages âgés qui vont vendre la propriété pour peut-être retourner sur le marché locatif. Et aussi, avec la hausse des prix des dernières années, c'est plus difficile pour les jeunes d'accéder à la propriété. Donc, on a remarqué aussi que les jeunes d'aujourd'hui étaient probablement plus locataires que les jeunes du même âge auparavant. À quoi on peut s'attendre pour 2020? Mais beaucoup d'offres locatives qui s'ajoutent au marché, une demande qui est à la baisse à cause de la migration qui est en net recul, ce qui fait en sorte qu'on peut anticiper des hausses de taux d'inoccupation sur les marchés locatifs. Mais pour conclure, lorsqu'on a tourné les dés de 2019 à 2020, je ne crois pas que personne n'anticipait ce genre de situation. Par contre, qu'est-ce qui caractérise, je dirais, Montréal et d'autres centres au Québec, c'est, si on regarde la situation avant la pandémie, on était dans un contexte où l'offre était très limitée. Très peu d'offres sur le marché de la revente, très peu d'offres de logements neufs sur le marché de la construction neuve et aussi des taux d'inoccupation très faibles. Donc, même si le marché devait ralentir au cours des prochains mois, il apparaît très improbable qu'on ait un changement drastique dans le marché. Par exemple, qu'on passe d'un marché très, très favorable aux vendeurs
un marché qui serait très, très favorable aux acheteurs, où on aurait, par exemple, des baisses de prix très importantes, où ça prendrait vraiment une éternité avant de pouvoir vendre son logement sur le marché. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Jean-Pierre, désolé. Ça me fait penser à quelques panels que j'ai faits, puis que je pense après 6 ans, l'animateur m'appelait encore par un autre prénom. Mais c'est tout récent notre relation, nous, Francis. J'ai résisté à la tentation de t'appeler François. Écoute, vous avez été, Hélène, j'espère que tu n'es pas trop loin. Vous avez été les deux très, très factuels. Vous avez imprégné de plein de chiffres. En février 2020, on parlait de rareté de main-d'œuvre. On se posait des questions. Est-ce qu'une période de croissance économique meurt de sa belle mort? Qu'on était vraiment ailleurs. Mais pour les prochains mois, est-ce que finalement, vous êtes là, ça peut être pour toute l'économie puis le marché immobilier, là, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, quelque part entre les deux? Si je peux débuter, en fait, ni l'un ni l'autre, moi je dirais qu'on y va avec la prudence parce que, évidemment, les hypothèses de base qui se présentent, c'est vraiment quelle va être l'évolution de la deuxième vague, la pandémie, quelles vont être les mesures qui vont être peut-être annoncées au fil du temps. Donc, c'est vraiment ça un peu, c'est de la prudence parce qu'on y va avec des scénarios économiques qui tiennent compte des mesures qui sont en place ou qui viennent d'être annoncées. On ne peut pas faire d'hypothèses sur tout ce qui va se produire. Donc, évidemment, le scénario que j'ai présenté, si tout se passe comme on l'espère, ça ressemble à ça, mais ça ressemble aussi un peu à un scénario d'Alice au pays des merveilles, qu'on a un petit confinement de quelques semaines et après ça, tout est réglé. Toute la question du vaccin disponible à large échelle, un vaccin efficace, ça peut prendre du temps. Ça va être en deuxième moitié de 2021, ça va être plus tard. Ça, c'est un impondérable qu'on ne connaît pas. Mais ceci dit, pour le marché de l'habitation, je suis quand même assez positive. Pour les raisons que Francis a mentionnées, on parle d'un marché qui est extrêmement serré. Toute question d'offre et de demande. Il faudrait que la demande baisse de façon très importante pour que il y ait des baisses de prix. Donc ça, puis j'ai vu passer la question toute la question des demandes de sursis de paiement des institutions financières. Chez Desjardins, comme ailleurs dans d'autres institutions, plus ça va, moins il y a de demandes de sursis parce que le taux de chômage est rendu à 7,5 là, plutôt que 17. Donc, mais tant que la situation va persister, il faut penser que les institutions financières vont prolonger ces mesures-là pour accompagner les clients qui sont dans le besoin plutôt que de voir des défauts de paiement ou des arrêts dans le fond, des arrêts de paiement. Donc ça, j'ai vu la question passée, c'est important de savoir que les institutions financières préfèrent accompagner leurs membres ou leurs clients plutôt que d'avoir une situation qui est très problématique pour un événement qui est hors de notre contrôle. Donc, un ménage qui allait bien en février 2020, on ne le laissera pas tomber. Là. Oui, tout à fait, effectivement. Francis? Ben, seulement pour ajouter à ce qu'Hélène disait, le contexte des prévisions, c'est un niveau d'incertitude comme peut-être qu'on n'en a jamais vu avant. Là. C'est toujours d'incertitude en faisant des prévisions, mais en ce moment, là, comme on dit, on se pose des questions qu'on ne se pose pas généralement en économie. Là. Vaccin, immunité croisée, immunité collective, deuxième vague. Donc, ça vient un peu, disons, rendre l'exercice un peu plus périlleux que normalement. Mais encore une fois, si on revient au marché immobilier, donc ça, c'est la situation de Montréal, si on la compare à d'autres endroits au pays, par exemple les provinces de l'Ouest, là, productrices de pétrole, qui étaient déjà des marchés détendus, qui avaient beaucoup d'offres par rapport à la demande. Disons, la COVID-19 est venue un peu renforcer cette détente-là, alors qu'au Montréal, on a un point de départ totalement différent. Donc, c'est sûr que les impacts d'un ralentissement possible ne seront pas les mêmes entre Montréal et d'autres endroits au pays. Intéressant. Hélène, tu as parlé des revenus qui avaient augmenté, le taux d'épargne. Puis là, tu as bien spécifié, on est au niveau macroéconomique. Est-ce qu'il y a des choses cachées en arrière de ça? Là, ceux qui ont perdu leur emploi ou que finalement, maintenant, ils gagnent 75% de leur salaire. Est-ce que ça pourrait avoir une répercussion sur l'immobilier? Oui, tout à fait. Derrière le taux d'épargne général, il y a quand même des disparités importantes. Par exemple, je regarde par exemple pour les étudiants, là, ceux qui ont eu la PCUE pendant l'été, pendant quand même 4 mois pour certains, les étudiants ont quand même une hausse de revenus très, très importante par rapport aux années passées. Donc, eux vont quand même
catégories qui vont quand même bien s'en tirer. Par contre, même avec la PCU, il y avait quand même des ménages, à peu près 20% des ménages qui avaient un revenu inférieur à ce qu'il y avait avec leur revenu d'emploi. Donc, évidemment, c'est pas tout le monde que la situation s'est améliorée. Ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont des revenus moindres, ou ceux qui ont plus le droit à des prestations, peu importe, parce que là, on migre vers d'autres programmes. Il reste que pour certains, la situation est quand même très difficile. Il ne faut pas le nier. C'est pas pour rien qu'il y a des demandes de report de paiement qui se poursuivent, beaucoup moins qu'avant. Mais c'est certain que le taux d'épargne qui est très élevé cache des disparités très importantes selon la situation d'emploi de chacun ou d'accès à certains programmes, parce que ça reste quand même généreux, moins que ça l'a été, mais il reste qu'il y a certaines personnes qui vont tomber sûrement dans des zones où il y aura moins d'aide au cours des prochains trimestres. Super intéressant. Je vais faire du surf, tu faisais allusion aux étudiants. Francis, il y a des fois, bon, tu nous as présenté beaucoup de chiffres sur le marché locatif, mais des fois, il y a des secteurs qui reposent sur certains types de clientèle, les étudiants, par exemple, ou des pieds-à-terre, des travailleurs étrangers, ou même, il y a peut-être des secteurs qui étaient Airbnb, puis là, qui vont trouver des avantages à revenir sur la location à long terme plus traditionnelle. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a des risques aussi pour certains secteurs? Ah, t'es sur mute. Merci. Donc, lorsqu'on parlait de la hausse du taux d'occupation, c'est certain qu'il y a certains secteurs qui pourraient être plus affectés que d'autres. Là. Tu vas mentionner quelques points ici. Donc, certains secteurs où la clientèle étudiante est très importante, que ce soit une clientèle locale ou internationale. Clientèle aussi, des fois, de location court terme, le touristique, donc des logements aussi qui pourraient être revenir sur le marché à long terme. Donc, et qu'est-ce qui est intéressant avec ces locations à court terme-là ou ces clientèles étudiantes-là, c'est souvent les mêmes secteurs. C'est les secteurs centraux de Montréal. Le centre-ville, le plateau, Griffintown, donc des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui pourraient être plus affectés par les nouvelles conditions là, en termes de marché locatif. Et donc, on peut anticiper des détentes de marché plus importantes que des secteurs, par exemple, de banlieue où c'est plus de la clientèle locale reliée au vieillissement de la population ou des prix élevés qui empêchent qui rendent plus difficile l'accès à la propriété. Donc, des situations un peu hétérogènes un peu partout sur le territoire, en effet. Okay, fait qu'il faut faire attention en dessous de ces chiffres-là aussi. Là, il peut y avoir des spécificités en fonction de certains secteurs. Les deux, vous avez été nuancés aussi, même nos axes de graphique. Hein, il a fallu les étirer là, avec ces baisses-là. Puis j'ai trouvé ça très drôle, ta racine carrée, Hélène. Mais l'effet sur les prix est surprenant. Puis est-ce que vous pensez que ça va rester comme ça ou on va se calmer un peu le pompon, là? Je vais commencer là. Puis, comme on le mentionnait, en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup l'effet de rattrapage donc, vous avez plein de personnes qui reviennent en même temps sur le marché pour acheter une propriété. Et on est dans un contexte, comme on le mentionnait, avant la pandémie et encore maintenant, avec une offre très, très limitée. Donc, vous avez toute cette masse de personnes qui reviennent sur le marché, qui compétitionnent pour avoir les mêmes unités pratiquement, et ça fait en sorte qu'on a des hausses de prix soutenues. Par contre, le rythme de transaction, comme on le voit en ce moment, va probablement être appelé à se dissiper graduellement, baisser graduellement au cours des prochains mois lorsque cet effet de rattrapage-là va diminuer. Et je crois que donc la nouvelle réalité économique où l'emploi est un peu plus faible qu'avant, aussi la confiance des consommateurs est moins présente qu'avant. On va trouver des niveaux de vente un peu plus faibles, ce qui va permettre probablement d'avoir une progression des prix aussi beaucoup moins importante de ce qu'on a en ce moment. Par contre, qu'est-ce qui aide à soutenir quand même le marché en termes de prix? C'est l'offre est quand même assez limitée. Et donc, ça l'empêche vraiment d'avoir des variations négatives importantes. Okay. Hélène? Oui, juste un petit point, je suis tout à fait en accord avec Francis. L'indicateur qu'on regarde souvent pour voir s'il va y avoir des baisses de prix, c'est le ratio vente-inscription, ratio vendeur-acheteur. Puis actuellement, il est extrêmement serré, ce ratio-là. Il est extrêmement serré. Puis pour arriver dans une zone où les prix baisseraient, il faudrait qu'il y ait soit un choc que l'offre augmente énormément. Et là, la question a été posée sur le fil là, tout à l'heure, si on pensait qu'il y a beaucoup de maisons qui arriveraient sur le marché. Tant que l'économie continue de s'améliorer, le taux de chômage baisse, puis que les institutions financières continuent de soutenir ceux qui sont encore en situation difficile, il ne devrait pas avoir un afflux d'offres sur le marché. Donc, l'offre qui reste quand même assez limitée. Et du côté de la demande, comme dit Francis, ça va s'atténuer graduellement.
Et je me rappelle, lors de la crise financière 2007-2008, il y avait beaucoup de questions des médias. Quand est-ce que les prix vont baisser? Parce que ça baissait partout ailleurs. Puis je me rabattais tout le temps sur le fameux ratio vendeur-acheteur. Je me dis, il est tellement serré. On est loin de la situation de surplus. Tant qu'il n'y a pas de situation de surplus, offre et demande, il ne peut pas avoir de baisse de prix. Puis avant qu'on arrive à ça, ça prendrait vraiment tous les marchés qui tombent dans une situation excédentaire rapidement. Et ça, je ne le vois pas sur les radars. Intéressant, intéressant. Francis, tu as parlé de la banlieue, c'était quand même super intéressant. Là. Je ne sais pas si la CHL va publier quelque chose de plus officiel, là, en tout cas, mais où j'ai pas vu la publication, mais c'était vraiment très intéressant. La banlieue semble mieux s'en tirer que les centres-villes. Est-ce que c'est une accentuation de tendance, considérant que les centres-villes, c'est pas la première fois qu'ils ont une crise, là, est-ce que c'est un peu la fin de la résilience des centres-villes? Bonne question. Je crois pour le moment, c'est très difficile de voir là, avec le peu de données qu'on a, là, seulement quelques mois sous la main, là, si ce phénomène-là vers la banlieue va continuer. Encore une fois, c'était une tendance lourde qui existait déjà sur le marché, l'exode vers la banlieue, donc à chaque année. Donc, possiblement, ça va venir appuyer cette tendance lourde-là. Et pour ce qui est de l'île de Montréal, encore une fois, là, c'est sûr qu'on est dans une situation où les commerces sont fermés, très peu de gens vont travailler au bureau, mais éventuellement, j'ose imaginer qu'on va pouvoir retourner au bureau, voir nos collègues, puis faire des sorties au centre-ville. Donc, c'est sûr que il va y avoir une transformation du marché immobilier, j'imagine, entre la ville et la banlieue, mais encore une fois, probablement que les marchés vont s'ajouter, puis qu'on va revoir des nouvelles dynamiques dans ce secteur-là. Hélène, avais-tu un petit mot à dire sur cet aspect-là? Oui, bien, par le passé, il y a quand même eu différentes événements qui se sont passés dans l'histoire, si on peut dire, peut-être pas de cette nature-là. Puis à chaque fois que la banlieue était priorisée au détriment du centre-ville, il y a toujours eu un effet de retour de balancier par la suite qui s'est installé. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme par exemple à Montréal, là, c'est pour le retour des étudiants. On va retomber aussi à un moment donné avec un taux de chômage plus faible, avec un afflux de gens qui vont devoir venir nous prêter main forte de l'extérieur. Donc ça dynamise quand même le centre-ville. Là, pour l'instant, effectivement, c'est difficile, ça risque de perdurer le temps que la situation s'améliore pas. Mais je pense qu'il ne faut pas lancer la serviette pour le centre-ville. C'est sûr qu'il faut accorder de l'aide suffisante pour maintenir un certain niveau de commerce ou de service, parce qu'après, tout est à rebâtir. Mais je ne crois pas que c'est la fin du centre-ville. C'est juste c'est une période difficile à passer, il faut se le dire. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais chose certaine, je pense pas que c'est définitivement un exode vers les banlieues qui est permanent, là. OK, bien, merci à vous deux pour vos présentations et vos réponses très, très généreuses. Je vais repasser la parole à Arnaud en disant une autre fois à l'association et à ses partenaires un gros merci d'avoir pris l'initiative d'aborder ce sujet-là super intéressant. En fait, c'est moi qui va prendre la parole. Excuse-moi, Lise. Pas de problème, Jean-Pierre. Mais merci beaucoup à vous, Francis, Hélène, Jean-Pierre, pour les échanges, les très intéressantes présentations. C'était un plaisir de se retrouver. En fait, c'est l'activité qui lance la saison de l'association. Donc, moi, je suis donc Lise Pichette, présidente de la section montréalaise de l'Association des économistes québécois. Et comme l'a dit Arnaud, donc au début de la séance, les 3 sections régionales, on s'est coordonnées cette année pour vous offrir une programmation virtuelle, variée et pertinente. Donc, on espère vous voir au rendez-vous. On était près de 150 sur cet appel-ci. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir reprendre ces échanges-là.
Et bref, en tant que présidente de la section de Montréal, je suis heureuse de vous convier à la prochaine activité qui va se tenir donc le 19 octobre prochain, lundi, pas la semaine prochaine, l'autre après. Donc, c'est une activité qui portera sur les élections américaines. Donc, on aura Frédéric Gagnon, qui est titulaire de la chaire Raoul Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, et Karine Prémont, qui est professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Donc, les échanges seront animés par Marc Lévesque, qui est notre tout nouveau président à l'Association des économistes québécois. Donc, c'est aussi une opportunité de le rencontrer. Donc, je vous remercie encore tout le monde. Je remercie nos partenaires financiers également et j'espère qu'on vous comptera encore en grand nombre à notre prochaine activité. Bonne saison à tout le monde. Au revoir et merci encore à nos conférenciers.